Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Denis Sefor, Dieudonné Soglo à Patrice Guillaume Matanaz Talon. Le Bénin a connu en 30 ans de pratique démocratique pas moins de 4 chefs d'État élus. Peut-on en conclure que les Béninois ont de ce fait une expérience maîtrisée du jeu de l'alternance politique? Mais alors, pourquoi les partis politiques se sont-ils affaiblis au fil du déroulement du jeu démocratique? Et puis, quelles sont les conditions d'une alternance viable en Afrique, en dehors du principe de la limitation de mandat, autant de zones d'ombre qui nous ont amenés à faire venir sur ce plateau aujourd'hui pour questionner le jeu de l'alternance et comment le jouer. Docteur Nadin Taiwo Kokode, qui nous fait l'honneur d'être présent. Docteur Kokode, bonjour. Bonjour, Monsieur Boko, comment allez-vous? Je vais très bien. Parfait. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Peut-être que vous vérifier les fondamentaux, comment vous les appelez, les constantes. Hein, exactement, vous savez, c'est bien la déformation professionnelle de toujours demander comment va son interlocuteur quand on est médecin. Mais je sens que vous allez très bien. En pleine forme. Eh bien, vous êtes le président du mouvement Encore, Ensemble Construisons Notre République, un mouvement que vous avez lancé au Bénin il y a moins de 5 ans. Hein. Absolument. Le mouvement a été, lancé en 2018 de façon très, très officielle, mais c'est un mouvement qui existe depuis à peu près 2016. Un mouvement politique dans le but de, comment on va dire, promouvoir la conscience citoyenne ou... Absolument. C'est un mouvement qui participe à l'action citoyenne de façon globale, à la conscientisation du citoyen dans ce qui est son rôle pour la démocratie et son rôle dans le développement, parce que sans citoyenneté, il n'y a pas de démocratie. Donc pour nous, c'était clair à partir d'un certain moment. Donc Encore est né en quelque sorte de plusieurs travaux que nous avions déjà eu à faire et que nous faisons avec des enfants. Nous nous sommes dit, maintenant, il faut que nous nous occupions des adultes, parce que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on est forcément un bon citoyen. Mais vous êtes plutôt médecin de profession. Un médecin, c'est plutôt bistouri, stéthoscope. Que vient chercher un médecin dans la conscience citoyenne et en politique? Oh, disons plutôt que c'est caricatural, ça. C'est caricatural. Non, moi, j'ai grandi dans des milieux associatifs. Dans des milieux associatifs de conscientisation citoyenne. Et je pense que le premier milieu associatif, qu'on aime les églises ou pas, c'est les églises. Après, j'ai eu des responsabilités à l'université. Donc, j'ai créé des associations. Dont la première grande association que j'ai créée, c'est l'association des élèves étudiants et scolaires du Bénin au Mali, donc, qui nous a permis de mettre en place une sorte d'entraînement pour la démocratie. Voilà, ça nous a permis de rassembler les Béninois qui étaient au Mali au-delà des étudiants et des scolaires, et ça nous a permis de faire vraiment le jeu de l'alternance démocratique, et ça nous a mis, je crois, de plein pied. Après cela, nous avons créé en France l'Union des praticiens acteurs de santé et France-Bénin, donc naturellement pour la même chose, et c'est bien, presque tout naturellement, j'allais dire de nouveau, que nous sommes arrivés dans l'arène politique. Ça veut dire que vous avez étudié à Bamako aussi. Absolument. Mais je crois savoir que vous avez fait le lycée au Togo, vous avez étudié en France, finalement. Oui, j'ai eu mon bac ici. J'ai eu mon bac au collège protestant à Lomé. Et puis après un petit passage à Cotonou, je suis allé faire ma médecine à l'école nationale de médecine de Bamako, qui est devenue faculté de médecine d'odontostomatologie FM Post. Pour vous, une parenthèse rapide, pourquoi vous intéressé à la médecine? C'est encore l'église, vous savez. J'avais gagné un prix d'études bibliques, je devais avoir 7-8 ans, et ce prix, c'était un livre, et le livre, c'était Docteur Barnados. Et ce Docteur Barnados, pour être très simple, il s'occupait des indigents. Voilà, et ça m'a donné envie d'être médecin. Et je me suis battu depuis l'âge de 8 ans pour être médecin, et j'ai pu l'être. Pour être médecin en France, est-ce que vous ne sentez pas que vous avez quelque peu délaissé les vôtres, vos concitoyens au Bénin? J'ai pas été médecin en France, j'ai fait ma médecine au Mali.
je suis allé faire ma spécialité en France et puis j'y suis resté parce que vous savez, quand vous rentrez dans des pays où vous avez la sécurité, vous avez une certaine sécurité alimentaire, vous avez la sécurité démocratique, vos droits sont respectés, il y a un certain nombre de choses qui sont respectées, vous vous y plaisez. Et vous restez plus longtemps. Je suis parti en France pour rester 5 ans pour ma spécialité. J'ai fait 22 ans en France. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile, le simple fait de dire que les milieux dans lesquels... enfin, les milieux d'où vous venez sont difficiles, c'est pour ça que vous optez pour l'étranger. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, je suis allé faire ma spécialité. En tant que médecin, ce que je voulais faire, je ne pouvais pas le faire au Bénin. Ça, c'est sûr. Je ne pouvais... C'était difficile d'accès en Afrique aussi. Donc, du coup, je suis parti pour essayer. Je voulais faire la néphrologie. Et je me suis rendu compte là-bas aussi que c'était très difficile d'accès pour des étrangers comme moi. Et voilà, aujourd'hui, je suis médecin urgentiste et je suis content de l'être. On aura peut-être l'occasion de reparler d'en parler, absolument, de la médecine. Oui. Le temps de dire que vous avez été candidat même. Disons, j'ai failli être candidat. Récalé, absolument, absolument. À la présidentielle d'avril 2021 au Bénin. Vous nous direz peut-être pourquoi cette envie vous a pris de vous jeter dans la bataille électorale au Bénin, dans des conditions très difficiles. Bon, là aussi, ce n'est pas une envie soudaine, c'est un travail qui a été fait depuis des années et on s'est dit, bon, quand on aura un certain âge, nous allons participer au devant de la scène politique au Bénin. Mais nous ne savions pas que ce serait dans les conditions que nous avons rencontrées en 2021. Ceci étant, nous connaissions les conditions. Donc, quand nous avons pris la décision de participer à ces élections, nous savions que nous ne pouvions pas aller au bout du fait des lois qui avaient été mises en place. Mais lorsqu'on ne force pas les portes, elles ne s'ouvrent pas. Nous sommes allés pour éprouver le système que le président Patrice Talon a mis en place avec ses députés, son assemblée monocolore. Nous sommes allés éprouver le système pour démontrer à la classe politique nationale et à la classe politique internationale que ce système-là n'était pas viable. Il n'était pas viable et il fallait avoir le courage de le faire. Contre vents et marées, nous l'avons fait et nous sommes contents de l'avoir fait. On aura l'occasion de reparler de tous ces sujets. Le jeu de l'alternance politique et comment le jouer avec l'exemple du Bénin. Docteur Nadin Taïwo Kokode, peut-être faut-il vous souhaiter, avant qu'on aborde notre sujet, faut-il vous souhaiter bon lendemain de fête d'indépendance, puisque votre pays a commémoré dimanche dernier 61 ans d'indépendance, si le mot n'est pas surcoté, souveraineté. Non, je pense qu'il faut que les peuples africains assument qu'ils sont indépendants. Parce que si nous ne l'assumons pas, nous ne pouvons pas aller vers cette souveraineté que vous appelez de tout. Parce que c'est ça, en définitive. Il y a une certaine souveraineté politique sur papier, mais il y a la souveraineté nationale à acquérir. Et ça, c'est de haute lutte. Merci de me souhaiter bonne fête d'indépendance. Je profite. Et comme vous m'offrez votre plateau, pour souhaiter de vivre une bonne fête à tous les Béninois, où qu'ils se trouvent sur la terre. Bonne fête d'indépendance, 61 ans d'indépendance, ça veut dire qu'on commence à prendre de l'âge. Et quand on commence à prendre de l'âge, et on commence à bien faire les choses. Je le disais en introduction, avec 4 chefs d'État en 30 ans, peut-on conclure que le Bénin à maîtriser le jeu de l'alternance politique? J'allais dire, hélas oui. Hélas oui, parce que il y a alternance lorsque la tête change. On ne va pas gratter ce qui est en dessous. Je pense que les lois que nous avons nous permettent l'alternance politique au Bénin. En fait, nous ont permis jusque-là l'alternance politique au Bénin. Et c'est ce qui fait que le Bénin a été champion en matière d'alternance politique. Mais ceci étant, il ne faut jamais oublier que l'alternance, c'est quasiment le dernier étage du système démocratique. Lorsque le soubassement n'est pas bon, l'alternance ne veut rien dire. Donc, on ne peut pas regarder que l'alternance pour dire que tout se passe bien. Le Bénin a eu des alternances politiques. Le jeu politique s'est toujours plus ou moins bien passé au sommet jusqu'en 2016.
Et nous ne pouvons qu'en être fiers. Nous ne pouvons qu'en être fiers. Ce qui se passe depuis 2016 nous prouve que rien n'est jamais définitivement acquis. Moi, c'est sans amertume, en définitive. Je constate et je sais qu'il faut continuer à lutter. Nous avons pu acquérir un certain nombre de choses et les hommes politiques, les femmes politiques de chez nous se sont endormis. Voilà, sur leur laurier, pensant que c'est bon. Nous avons la preuve depuis 2016 que ce n'est pas bon et qu'il faut redoubler d'efforts pour garder et sauvegarder ce que nous avons eu à la conférence des forces vives de la nation et ce que notre constitution de décembre 90 nous a octroyé comme droit, comme liberté et comme liberté politique, comme liberté de parole. Et c'est tout cela maintenant qu'il nous faut reconquérir pour de vraies alternances au sommet de l'État. Et donc vous voulez dire que l'alternance a été en quelque sorte l'arbre démocratique qui a caché la forêt des problèmes de gouvernance et des problèmes institutionnels au Bénin? Oui, au Bénin et partout en réalité, en définitive, en Afrique. Et les dirigeants se débrouillent pour dire nous faisons l'alternance sans instaurer une vraie pas effective dans tous les pays africains. Oui, absolument. Je dis les pays où il y a l'alternance, enfin où on essaie de l'avoir. Et donc, mais le jeu démocratique à la base n'existe pas. Et c'est sur ce jeu démocratique qu'il faut travailler. Et ensemble, construisons notre République, le mouvement Encore que j'ai créé, travaillait à la base sur le jeu démocratique pour rappeler aux citoyens leur rôle, leur devoir en tant que citoyens et la puissance de leur bulletin, parce que ce n'est pas que la faute des gouvernants. C'est parce que nous aussi, en tant que citoyens, nous avons accepté de temps en temps être corrompus, nous avons accepté prendre de l'argent, nous avons accepté vendre notre vote, nous avons accepté tourner le dos à nos compatriotes les plus compétents pour aller chercher les plus médiocres, pour nous diriger, que nous nous retrouvons dans des situations où ceux qui sont au sommet de l'État ne comprennent rien à l'alternance et nous piétinent. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire patiemment. Et vraiment patiemment. La politique, il faut l'aborder avec patience. Si vous vous précipitez, à tous les coups, vous perdez. Qu'est-ce que vous appelez le jeu démocratique à la base? Mais le jeu démocratique à la base, vous savez, la démocratie, elle est d'abord et avant tout participative. Le peuple, chacun dans son quartier. Lorsque vous voyez qu'il y a une réunion de quartier, par exemple, pour nettoyer une rue, et que vous êtes toujours absent, vous ne participez pas au développement. Lorsque vous voyez qu'il y a des décisions à prendre par rapport à une école et que vous êtes parent d'élèves et que vous ne participez pas au jeu démocratique. Et lorsqu'il y a des réunions pour le développement de l'endroit dans lequel vous vivez et que vous ne participez pas, parce que vous dites les autres le font à ma place, vous ne participez pas au jeu démocratique. Alors, lorsque toutes ces libertés, vous les avez que vous n'en usez pas, vous ne pouvez pas subitement être prêt pour aller, par exemple, représenter votre ville, votre quartier ou même votre pays, j'allais dire, par exemple à l'Assemblée nationale, puisque vous n'avez pas appris à le faire à la base. Le jeu démocratique, c'est d'abord la participation de chaque citoyen à la vie de la cité. C'est ça le jeu démocratique. Et ce jeu, il doit être ouvert. Tous les citoyens en âge de participer doivent le faire. Et même ceux qui ne sont pas en âge de participer, on doit leur apprendre, on doit leur donner les outils pour qu'ils puissent demain être de bons citoyens. J'allais dire des citoyens exemplaires. Et c'est important. Et c'est ce travail, en définitive, que nos gouvernants ne font pas. Nos gouvernants, ils donnent de l'argent, ils corrompent les gens, ils nomment qui ils veulent, et pas forcément des gens qui sont intéressés par la démocratie et par le développement. Est-ce que le phénomène n'est pas plus profond que ce que vous décrivez? Parce que la faible implication politique, elle existe ailleurs dans des démocraties considérées comme vieilles, en France par exemple, où le taux de participation aux élections d'année en année s'étiole. Hein. Vous avez vu avec les dernières élections régionales où le taux de participation a été extrêmement faible. Oui, mais là vous parlez des élections régionales, c'est ça, je suppose, en France. Je n'aime pas qu'on compare, qu'on extrapole par rapport à ce qui se passe chez nous. Parce que la France est une vieille démocratie. Et le fait de ne pas aller voter,
ça impacte énormément. Et ce n'est pas le même jeu. C'est-à-dire que pour les élections présidentielles, vous ne verrez jamais le peuple français rester chez lui. Voilà, ça c'est... Mais de l'autre côté, le problème que vous posez est un problème important parce que vous parlez là, globalement, des institutions. Si vous n'avez pas des institutions qui sont fortes, qui sont solides, qui donnent confiance au peuple, le peuple ne sort pas. Si le peuple n'est pas sorti en France, dont vous parlez pour les élections, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance en ces institutions pour lesquelles ils votent, ou bien qu'ils n'acceptent pas j'allais dire les lois, qui n'acceptent pas un certain nombre de choses qui leur sont imposées du haut. Regardez ce qui se passe pour le fameux Covid-19 actuellement, où si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes considéré comme un mauvais citoyen. J'ai lutté, j'ai milité pour les gestes barrières, j'ai des forats sur lesquels on travaille. On demande aux gens de se protéger. Mais à partir du moment où les libertés individuelles commencent à être égratignées, moi, je ne suis plus d'accord. J'estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si le citoyen lambda ne peut pas se lever pour aller se faire vacciner, si son médecin n'arrive pas à le convaincre, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est une question de liberté, puisque vous m'ouvrez une brèche, je vais m'engouffrer pour saisir l'occasion, puisque vous êtes médecin, pour vous interroger sur cette question de vaccin. En tant que médecin, est-ce que vous croyez vraiment à l'efficacité de ce vaccin pour une maladie dont on dit qu'elle n'est pas immunisante, hein? Est-ce que ce vaccin est utile, docteur Kokode? Je ne pourrais pas vous répondre sur la question. C'est pas que je fuis la question, mais en tant que médecin, vous n'êtes pas préparé pour non, ce n'est pas ça. J'ai les réponses, mais elles vont en appeler d'autres. Je pense que lorsqu'on demande d'aller se faire vacciner, c'est qu'il y a un pool de scientifiques qui ont fait le travail et qui ont vu qu'on pouvait aller se faire vacciner. Toutes les polémiques que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons les réseaux sociaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand vous regardez l'histoire de tous les vaccins, ça a toujours été ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'information va beaucoup plus vite et les anti-vaccins primaires ont autant de capacité de nuisance que les vaccinophiles qui se battent pour que les populations soient vaccinées. Moi, mon seul problème par rapport à la vaccination, c'est l'Afrique. L'Afrique qui n'a pas été touchée. L'Afrique où la prévalence ou l'incidence de cette maladie dans certains endroits vraiment est négligeable. Est-ce qu'il faut vraiment vacciner toute la population? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Et j'aimerais qu'on ne l'aborde pas ici, puisque nous ne sommes pas là pour ça. C'est de cette émission. Sinon, j'ai beaucoup d'autres questions. Mais je reviendrai volontiers pour ça, on a le temps. Oui. Donc, je voudrais revenir au Bénin. Quand vous me dites que l'alternance est un peu le toit qui a caché la mauvaise fondation de la démocratie béninoise, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Parce qu'au Bénin, on avait quand même des institutions plus ou moins forte, la Cour constitutionnelle emblématique, il y avait une autorité qui organisait les élections, plus ou moins respectée, la Sénat, une société civile jusque-là très bouillante. Est-ce qu'il n'y avait pas toutes les conditions pour faire une bonne sauce démocratique? Eh bien, vous voyez, tout est presque dit. Nos institutions sur le papier sont des institutions solides. Le législateur au Bénin a fait un travail extraordinaire. Le constitutionnaliste qui a fait notre constitution, il a bâti du solide. Mais c'est toujours la même chose. Lorsque vous mettez le meilleur outil dans les mains de gens qui ne sont pas bons, ils ne savent pas quoi en faire. C'est ce qui s'est passé au fil du temps chez nous. Nous n'avons pas pu sécuriser notre constitution. Nous avons laissé nos envies personnelles, j'allais dire le clientélisme, la corruption entrer en politique et par tous les pores. C'est pour cela que nous en sommes là aujourd'hui, que les institutions dont vous venez de parler, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la Commission électorale, que ce soit notre Cour suprême, que ce soit la Sénat,
toutes ces structures ont pris de l'eau. Aujourd'hui, au Bénin, le président de la Cour constitutionnelle, c'est quand même l'avocat ou l'ancien avocat, je dis ancien, je ne suis même pas sûr, du président de la République. Un avocat est un avocat. Voilà. Est-ce qu'il y a un mal qu'un avocat soit président de la Cour Donc, comment voulez-vous que quelqu'un qui défend les intérêts de son client puisse défendre les intérêts de l'État? Mais voilà, ça c'est la première chose. L'avocat de Patrice Talon, c'est ça la question. Je n'en sais rien, mais je dis, vous savez, quand vous avez été avocat de quelqu'un, vous êtes lié par un certain nombre de liens, au moins de confidentialité. Voilà, donc ça veut dire que dans ce Bénin, il n'y a personne, à part cet avocat de M. Talon, pour être à la tête de notre Cour constitutionnelle. Lorsque vous prenez le ministre de la Justice, qui est un autre de ces avocats, est-ce que vous êtes sûr que la justice se fera? C'est ça, en fait, le problème des institutions. Mises dans des mains de gens qui ne comprennent pas la force. Et à partir de cet instant, vous fragilisez. Mais ce n'est pas Patrice Talon qui a créé. Non. C'est-à-dire que lui, il a trouvé la brèche. Il a élargi. Il s'est engouffré là-dedans. Et c'est pour ça qu'il nous faut aujourd'hui faire un diagnostic de ce qui ne va pas au Bénin. Il faut avoir le courage de faire un diagnostic. Ce n'est pas Patrice Talon qui, le premier, a créé la corruption pour aller à l'Assemblée nationale. Nous savons que c'est dès la deuxième législature. Il n'était pas sur le terrain. En tout cas, je ne crois pas en ce moment-là. Aujourd'hui, la jeunesse béninoise, aujourd'hui, la population béninoise doit avoir le courage de faire le bon diagnostic pour pouvoir aller vers les bonnes solutions. Je dis à quelque chose, malheur est peut-être bon pour nous. Nous avons eu quelqu'un qui ne respecte rien, qui ne respecte aucune loi, qui ne respecte personne, qui ne respecte que sa propre personne, qui est venu mettre le pied dans le plat, qui est venu tout dézinguer, pour utiliser... Voilà, qui est venu tout dézinguer, qui nous a montré que rien n'est jamais définitivement acquis. Oui, on va revenir à la critique de la gouvernance Talon pour que vous puissiez démontrer tout ce que vous avez dit. Mais je voudrais comprendre davantage ce qui a provoqué cette brèche dont vous parlez, dans laquelle s'est engouffré le président Talon. Est-ce que c'est la faute des partis politiques qui se sont affaiblis, on va dire, au fil du déroulement du jeu démocratique au Bénin? Pourquoi les grands partis comme le PRD, les partis comme la Renaissance du Bénin, les partis de Kérékou n'ont pas pu fonctionner comme il faut, alors que c'était quand même de grands regroupements politiques, autour des hommes emblématiques, les Bruno Amoussou, les Nicéphore Soglo, les Adrien Bedi, etc. Oui, alors, déjà, on va peut-être un peu rectifier. Je ne pense pas que le président Mathieu Kérékou ait eu un parti. Voilà. En tout cas, il a défendu les couleurs d'un parti. Et lorsque tous les partis que vous citez, vous voyez, vous avez cité des noms derrière. Le parti, le PRD d'Adrien Rongweyi, la RB, vous avez dit Nicéphore Soglo, mais je dirais plutôt Rosine Soglo, paix à son âme, une grande dame, et à qui je me permets de rendre hommage sur votre plateau, une dame de fer. Mais on dirait presque arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Et Bruno Amoussou, par exemple, vous avez dit le PSD, après l'Union fait la nation et tout le reste. Donc, en définitive, de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de clubs électoraux. Nous ne parlons pas de partis politiques. Nous parlons de clubs électoraux. Et dans un pays où vous comptez plus de 280, un pays de 10 millions d'habitants en ce moment-là, où vous comptez plus de 250 partis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce diagnostic, il a déjà été fait. Vous avez plus de 250-280 partis. Il y en a à peine 20-25 qui participent réellement au jeu démocratique. C'est vrai, c'était une plaie pour notre démocratie. Parce qu'en définitive, vous avez des nababs, voilà, qui sont à la tête de leur parti, qui font venir qui ils veulent, avec des conditions complètement opaques. On ne sait pas comment on va au PRD. On ne sait pas comment on devient candidat sur la liste du PRD pour aller aux élections législatives ou communales. Ce n'est pas un jeu démocratique ouvert. Ce n'est pas des militants qui sont choisis à la base. Et c'est de cela dont il s'agissait. Et ce diagnostic, il avait été fait.
Et la réforme du système partisan était prévue d'une façon ou d'une autre. Mais je sais qu'il y en a qui tergiversaient là-dessus. Sous Yahya Boni, le problème a été agité. Yahya Boni a essayé de le résoudre en créant le FCBE. Mais le FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. En définitive, le FCBE tout seul, mais il pensait personne en face. Il a vu comment ça s'est passé. Donc, oui, les partis politiques au Bénin étaient des clubs électoraux qui ne jouaient pas le jeu démocratique à la base. Et c'était des partis communautaires, c'est-à-dire que des partis qui restaient dans les départements et puis qui se débrouillaient pour avoir des représentants ailleurs quand ils en avaient besoin. Ce n'étaient pas des partis nationaux. Un parti politique doit être national, même s'il a un ancrage démocratique et départemental. C'est une obligation pour pouvoir travailler sur le plan national. Je pense que ça fait partie des faiblesses. Et l'autre faiblesse, c'est que toutes les élections étaient marchandées. Donc il suffisait d'avoir de l'argent pour se faire élire. Ça veut dire que c'est le parti qui était le plus riche ou les partis qui étaient les plus riches qui étaient toujours devant. Donc, c'est toutes ces gangrènes, je suppose, qui ont fait qu'en 2006 et 2011, il avait déjà été décidé, enfin 2011, ouais, jusqu'en 2016, je crois, il avait été décidé de faire quelque chose, de modifier, de faire une charte, une nouvelle charte des partis politiques. Et charte des partis politiques qui a été faite sous le président Patrice Talon. Et nous avons vu comment... Vous apportez de l'eau au moulin de Patrice Talon qui a fait ce diagnostic. Il n'a fait aucun diagnostic. Oui, mais c'est lui qui a estimé que les partis politiques fonctionnaient très mal. Non, il n'a fait aucun... Il n'a fait aucun... Les partis politiques étaient, selon lui, devenus comme des fourchettes avec lesquelles les invités venaient manger le gâteau national. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place? Ce n'est pas des fourchettes qu'il a mis en place. Là, on n'a plus besoin de prendre la fourchette pour aller à l'assiette. Maintenant, on y va avec la main. Et à pleine main, peut-être à deux mains, pour abonder dans ce que vous dites. Vous savez, le diagnostic a été fait. Et le mot diagnostic, je l'aime bien parce que je suis médecin. Ce n'est pas parce qu'un diagnostic a été fait que la thérapie que vous y appliquez est la bonne. Il fallait forcément réfléchir à quelque chose. Moi, je suis pour le multipartisme intégral comme il est écrit dans notre Constitution. Mais dans le multipartisme intégral, trouver des mécanismes qui permettent aux partis les plus dynamiques d'être à la tête, mais pas aux partis qui sont les plus riches. Ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est que on a mis en place une charte des partis et un code électoral qui font que vous avez le parti politique, mais vous ne pouvez aller nulle part si vous n'avez pas... Déjà, pour créer un parti politique, vous vous rendez compte, il faut plus de 1000 personnes. Vous les rassemblez où pour faire un congrès? Oui, mais voilà. Justement, est-ce que ce n'est pas dans la perspective d'aider à construire des partis solides, des partis forts, des partis d'une envergure nationale? Absolument, vous savez. Et je ne combats pas aujourd'hui, je ne combats plus aujourd'hui la charte des partis politiques. Je dis tout simplement, si je devais lancer là tout de suite un message au président de la République, mais laissez-nous, avec votre charte des partis politiques, jouer le jeu. Et voyez si à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas une représentativité nationale. En quoi le président là, aujourd'hui, nous avons... empêche mais écoutez... de jouir de cette charte des partis politiques? Non, mais écoutez, lorsqu'ils ont mis en place la charte des partis politiques, ils ont mis en place un certain nombre de goulots qui ont empêché les anciens partis de faire ce qu'ils ont appelé j'ai oublié le terme, bref, il fallait faire une remise à jour de son parti. Mais vous savez, partis ne se sont pas résolus. L'administration est une continuité. Vous ne pouvez pas dire à des gens qui ont déjà leur parti politique, qui ont déjà déposé, dont les partis politiques sont connus. Je dis, du jour au lendemain, dans 6 mois, vos partis politiques n'existent plus. Il faut refaire des congrès pour relancer les partis, première chose. Et deuxième chose, lorsque vous faites, vous cassez la tête pour avoir les 1200 pratiquement adhérents à la base, c'est-à-dire pour créer le parti,
C'est le ministre de l'Intérieur, en définitive, qui vous donne le quitus, qui accepte votre parti. Il y a des partis comme le PRD qui ont rempli toutes les conditions, mais qui n'ont eu leur récépissé qu'après les élections législatives. Parce que le ministre de l'Intérieur s'est assis là-dessus. Oui, il fallait ça veut dire, les dossiers. Ça veut dire, je dis que le président, à toutes les vérifications. Je dis que le PRD, par exemple, je ne cite que celui-là, était à jour bien avant l'UP et le BR certainement, et qui ne sont même pas à jour. C'est des partis, nous savons qu'ils ne sont pas à jour, je le dis, ils peuvent m'attaquer. Et nous pouvons démontrer qu'ils ne sont pas à jour. Ils n'ont ni le nombre d'adhérents, ils n'ont pas rempli les conditions avant d'être partis. Vous parlez de politiques. Des deux partis siamois. Des deux partis siamois qui ont pour parrain le président de la République et qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui et qui légifèrent pour le Bénin. Et c'est de cela dont il s'agit. Je dis, lorsque vous faites des lois, mais laissez-les, même lorsque les lois sont dures, même lorsque les lois sont dures et que les populations acceptent ces lois-là. Justement, le problème, c'est que les populations n'ont pas accepté ces lois. Mais il y a certains les partis politiques avaient combattu la nouvelle charte au lieu de se préparer. Mais je dis que ce n'était pas tout le monde. Il y a certains qui ont fait le jeu, mais qui n'ont pas eu le droit d'aller aux élections. Ensuite, on a rajouté d'autres goulots. Vous voyez, par exemple, on parle de démocratie, de jeu démocratique. Lorsque vous avez deux partis siamois, deux partis qui vous appartiennent, qui sont à l'Assemblée, et que vous dites, et que vous faites les élections municipales, déjà, il ne faut pas oublier que c'est que ces deux partis qui sont allés aux élections législatives. Il n'y en avait pas trois. Donc, ils ont fait un match amical. Aux élections communales, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y avait que trois partis. Un parti dit d'opposition, mais une opposition gouvernementale aussi. Donc, ils se sont retrouvés à trois pour aller au communal. Et pour les élections présidentielles, pourquoi c'était complètement impossible? Il y a une loi qui parle de parrainage. Et ce parrainage devait être donné. Il fallait 16 parrainages, donc d'élus, députés ou maires. Vous avez à l'Assemblée nationale 81 députés, puisque c'est ce qu'il en restait, qui appartiennent au président de la République. Vous avez sur le territoire national 77 maires qui appartiennent au président de la République. Et vous voulez aller aux élections pour aller combattre le président de la République. Vous pensez qu'il va vous les donner, ces parrainages? Il ne va pas vous les donner. Et c'est ce qui s'est passé. Lui, il s'est pris 117 parrainages. Mordre elle-même les doigts parce que, ayant laissé le terrain quand même totalement boulevard. Non, il n'y a pas eu de boulevard de laisser sur place. L'opposition, une certaine opposition comme nous avons respecté les règles. Moi, je n'ai pas besoin de parti politique pour aller aux élections présidentielles. Ce n'est pas ce que dit la loi. J'ai respecté les règles. J'ai poussé, je me permets de le dire, j'ai poussé le vice jusqu'à aller demander les parrainages, jusqu'à aller faire des auditions. Et je ne les ai pas obtenues, donc j'ai pu démontrer que le système que Patrice Talon a mis en place ne permettait pas d'avoir les parrainages. Ils n'ont pas aimé ça, parce qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait leur faire ça. Ils savaient qu'on allait tous croiser les bras et dire, bon, on ne peut pas avoir les parrainages, on ne va pas aux élections. Et c'est pourquoi je disais à l'entame de cet échange, en politique, il faut être patient. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pressés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas pressés. Lorsque vous remettez le pouvoir à un homme d'affaires, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, lorsque vous remettez le pouvoir à quelqu'un, à un businessman, mais souffrez que ses premières préoccupations soient d'abord le business et l'État après. Parce que moi, je reste persuadé que le président Patrice Talon, quel que soit ce qu'il va me dire, il n'a pas de conscience citoyenne. Parce que quelqu'un qui a une conscience citoyenne n'enlève pas la liberté de parole, n'enlève pas le droit de manifester, n'enlève pas le droit d'émettre des idées à sa population. Mais vous le connaissez en tant qu'homme issu des milieux d'affaires. Et pourtant, on peut dire que vous n'avez pas les mains totalement blanches pour ceux qui ont dit oui à l'arrivée de Patrice Talon. Personnellement, je ne me reproche absolument rien. Quand Patrice vous n'êtes pas opposé à son... Mais c'est le jeu démocratique. La population l'a élu.
Parce que celui qui était là 10 ans avant n'a rien fait pour que quelqu'un qui n'a pas de conscience citoyenne ne soit pas élu. Parce que, oui, c'est vrai, c'est tellement la faute au président Yahya Boni, qui n'a pas été exempt de reproches non plus. Oui, mais voilà. Le président Yahya Boni, qui était un anti-système, un président non issu d'un parti politique, vous voulez dire que lui aussi il a échoué, lui qui n'avait pas d'appareil politique? Bien sûr qu'il a échoué. Bien sûr que Yahya Boni a échoué. Bien sûr, il faut oser le dire. Yahya Boni a échoué. Yahya Boni, c'était le bon démagogue. Vous voyez, c'était le bon papa de la nation. Mais je vous aime. Mais le développement d'un pays, c'est au-delà de ça. Il faut de la finesse. Il faut de la finesse. Il y a des gens qui étaient prêts, qui se sont sacrifiés pour Yahya Boni, corps et âme, pour qu'il réussisse dans tous les compartiments. Mais je pense que c'est sa démagogie qui l'a fait échouer. Et c'est sa démagogie qui fait aujourd'hui que tout ce qu'il soutient en devant être à la retraite politique, il ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que vous appelez démagogie? The man of the people. L'homme du peuple. Oui, l'homme du peuple. Je suis le papa je suis votre papa, je suis cher compatriote. Je vous aime. Et quand on a le marché, on l'applaudit. Il dire qu'on aime son peuple. Mais non, il n'y a pas de mal à dire qu'on aime son peuple, mais il faut faire les bons choix derrière. Il faut laisser les gens travailler derrière. Il faut encourager aussi ceux qui travaillent derrière. Le président Yahya Boni, il a fait un mauvais choix en cooptant Lionel Zinsou. Nous le savons très bien. Il aurait laissé Lionel Zinsou venir tout seul. Peut-être que Lionel Zinsou serait président de la République aujourd'hui. Il a coopté Lionel Zinsou. Il a fait lui a été imposé. Ah, j'en sais rien. Vous savez, je ne parle pas. Vous savez, tout homme sur cette terre, du moment où il a l'âge de voter, est arbitre et maître de ses choix. Il n'y a personne qui puisse m'imposer quoi que ce soit sur cette terre. Personne. Si j'ai besoin de vous, M. Boko, et que je viens vous voir pour une doléance, et que vous assujettissez cette doléance à des choses que je ne peux pas faire, je vous dirai merci. Lionel Zinsou, il n'avait pas besoin non plus de passer par là. C'est quand même... Attendez, il a fait Hippocampe, il m'a dit. C'était... Voilà, il sait réfléchir. Il sait que le peuple béninois est un peuple qui est jaloux de sa liberté, jaloux de sa démocratie, et que jamais et bien sûr, et qu'on ne va jamais le laisser rentrer à la présidence de la République par la fenêtre. C'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire un hold-up en passant par Lionel et par Yahya Boni, et le peuple a dit non. Donc voilà. Mais le problème ne se pose plus en ces termes aujourd'hui. Nous avons un président de la République qui a entrepris des réformes, qui lui-même a fait un hold-up électoral, qui lui a permis de se faire réélire, et qui est là pour 5 ans, normalement, et que, aujourd'hui, doit, s'il veut que le Bénin se relève, réouvrir le jeu démocratique, les élections. Moi, je dis, les lois dont vous parlez sont déjà là. Maintenant, il faut qu'il laisse les partis d'opposition. Nous avons 14 partis au Bénin, dont peut-être une dizaine le soutiennent. Mais il en reste 2 ou 3 qui ne le soutiennent pas du tout. Il faut qu'il les laisse aller aux élections. Et qu'il faut qu'ils se préparent pour qu'à l'Assemblée nationale, qui passe de 83 à 109 députés, pour qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des représentants du peuple. Des gens qui veulent réfléchir aux lois qui font avancer le pays, aux lois qui créent le développement. Parce que lorsque vous êtes à l'Assemblée, que vous êtes député, et qu'en définitive, vous ne réfléchissez pas aux lois, et que toutes les lois vous sont dictées par le gouvernement, par l'exécutif, vous ne travaillez pas. Il faut que le débat démocratique revienne à l'Assemblée. Vous vous rendez compte qu'en 5 ans, une Assemblée nationale, elle a deux choses à faire. Faire les lois et contrôler l'action du gouvernement. En 5 ans, de 2016 à 2021, aucun ministre de la République n'a eu à répondre devant l'Assemblée nationale. Voilà, on n'est plus en démocratie quand c'est comme ça. Qu'il y a une forme d'orthodoxie financière qui a été mise en place. À vous entendre, c'est comme si le président Talon a détruit les acquis démocratiques
arrachés de haute lutte par les Béninois. Oui, malheureusement. Mais ce n'est pas la faute à Talon. Vous savez, aucun chef d'État ne peut faire ce genre de choses tout seul. Je parlais de l'Assemblée tout à l'heure. Il y a eu la 7e, il y a eu la 8e législature sous Patrice Talon. La 7e législature. Ce n'est pas Patrice Talon qui l'a mise là. En tout cas, ce n'est pas en son temps que ça a été fait. Ils ont fait quoi pour empêcher les lois liberticides qui ont été votées? Ils ont voté les lois liberticides qui ont permis à Patrice Talon après de faire main basse ou de détruire tout le reste derrière. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui est querellée parce qu'elle a été changée de nuit. Aujourd'hui, nous avons une loi électorale qui en réalité n'est pas viable. Nous savons qu'elle n'est pas viable. Mais l'opposition dit, mais il n'y a pas de souci. La loi est dure, mais c'est la loi. Il n'y a pas de souci. Mais nous allons rentrer dans la danse avec vos lois. Et nous allons vous battre avec vos lois. C'est ce que nous disons. Mais laissez-nous travailler. On ne peut pas laisser cette, j'allais dire, démocraticide, une néologie perdurer au Bénin. Mais ce qui me pose problème avec vous, c'est que le président Talon, en tout cas pour une fois, il a fait connaître ses intentions par ses promesses électorales. Il a été élu sur des promesses. Tout ce qu'il dit aujourd'hui, tout ce qu'il fait, il a dit durant la campagne. Donc il a été élu sur ses promesses. Mais quand vient le moment de la mise en œuvre, pourquoi vous pensez qu'il remet en cause les acquis démocratiques? Le président Patrice Talon a été élu sur les promesses, il n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été... Tout ce qu'il dit aujourd'hui, tout ce qu'il fait, il a dit. Non. Tout ce qu'il fait, il n'a pas dit. Il n'avait pas dit qu'il allait détruire la démocratie. Oui, mais moi, je l'ai entendu dire qu'il va compromettre la non, paix. Le président Patrice Talon a dit qu'il... assurer le développement. Oui, mais il était déjà élu. Il était déjà élu quand il a dit qu'il allait compromettre la paix durablement pour assurer le développement. Oui, mais la charte des partis politiques, il a dit... mais la charte des partis politiques, c'est un vieux sujet, c'est un sujet qui existait depuis, que tous les politiques appelaient de leur vœu. Ce n'était plus vivable. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut créer un bicéphalisme qui tend vers un monocéphalisme. C'est ce qui est arrivé. C'est pas parce que, en somme, vous voyez, ce qui se passe au Bénin, c'est qu'on a jeté le bébé et l'eau du bain. Enfin, l'eau du bain et le bébé avec. Voilà ce qui se passe au Bénin. C'est-à-dire, on part de l'intention. Vous voyez, sous le président Nicéphore Soglo, qui n'arrivait à rien faire à l'Assemblée, ce qui a entraîné la création de la RB, de la Renaissance du Bénin. Pendant quasiment 3 ans et demi, il a utilisé des ordonnances. Quand le président Kérékou est arrivé derrière, pour ne pas se faire emmerder, j'allais dire, excusez-moi le terme, par l'Assemblée, il a laissé faire. Il s'est fait élire, il a laissé faire. Quand Yahi Boni est arrivé, mais il a eu les mêmes problèmes avec l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le diagnostic, par exemple, du fait que l'Assemblée nationale, lorsque ses intérêts ne sont pas respectés, ne sont pas, j'allais dire, assouvis, est un blocage pour l'exécutif. Ce diagnostic a été fait depuis les années 90 sous le président Nicéphore Soglo. Ça, nous le savions. Et c'est pour ça qu'il y a eu des regroupements pour pouvoir faire avancer les choses. Mais ce n'est pas autant pour cette raison qu'il faut créer une assemblée monocolore. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer. Il faut mettre en place des mécanismes, par exemple, qui font que l'Assemblée nationale ne peut pas bloquer complètement le vote du budget national. C'est des choses qui sont arrivées chez nous. Il faut empêcher ça. Et on peut. Il y a même des réflexions déjà par rapport à ça. Vous ne venez pas et dites, bon, comme il en est ainsi, je mets une assemblée monocolore et puis je fais toutes les dépenses et c'est après avoir fait les dépenses que j'amène à l'Assemblée, je viens voir et puis vous validez. Vous validez, vous ne pouvez plus contester. Le budget national a été entamé. On a déjà touché
voilà, vous avez déjà signé au nom de la République sans que l'Assemblée nationale n'ait contrôlé votre action. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes presque en monarchie. Voilà. Est-ce que ce procès que vous faites au président Talon, est-ce qu'il est juste parce qu'il y a beaucoup d'autres voix qui se lèvent pour apprécier le travail qu'il est en train d'opérer, c'est-à-dire des réformes pour asseoir un État fort, un État solide, capable de conduire le développement? Je suis persuadé que si vous allez en Corée du Nord aujourd'hui, vous verrez que la majorité de la population applaudit. Et lorsque vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, vous voyez très bien que la majorité des Allemands ont accepté Hitler. Hitler n'a pas fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Il est arrivé avec des idées bien claires. Le peuple, vous savez, est manipulable à loisir. Et c'est pour cela que les institutions, parce que le président de la République, c'est une institution. Et malgré tout ce que je suis en train de vous dire ici, je n'accepterai jamais qu'on attaque l'institution président de la République que représente le président Talon. Lorsque vous avez dans vos mains un pouvoir aussi grand que celui-là, vous en usez avec parcimonie et pour le développement du pays. C'est ce que on a l'impression que le pouvoir a brûlé les mains du président Patrice Talon. Mais voilà. La grande question qu'on se pose, c'est où est partie cette société civile béninoise si dynamique qui avait barré, on va dire, la route au président Kérékou quand il a exprimé des velléités de modification de la Constitution pour faire un troisième mandat. Kérékou n'a jamais exprimé ses velléités. On lui a prêté cette idée. Parce que moi, en tant qu'homme politique, si j'accepte, c'est pas bon. Kérékou n'a jamais dit ça et on lui a prêté cette intention et quand il a vu que ça, il a dit non, j'en veux pas. En tout cas, on connaît cette société civile très active, mais pourquoi elle s'est totalement tue devant la situation? C'est qu'elle apprécie ou la force de l'argent, vous savez. La force de l'argent. Vous savez, la société civile, elle était très dynamique, elle était très bagarreuse. Mais je pense que elle était financée aussi entre-temps pour faire un certain nombre de choses. Ça, c'est ma première appréciation. Ma deuxième appréciation, c'est que vous savez, au Bénin aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous regrouper à plus de 4 pour discuter de politique. C'est dans la loi. Si vous n'êtes pas un parti politique, vous n'avez plus le droit de discuter politique. Est-ce que le Bénin a les moyens de contrôler les regroupements jusque dans les maisons? Absolument, je vous assure que... Mais, ça, on va en reparler. Oui, donc ça veut dire que globalement, la société civile a été muselée par la loi. Et par les espèces sonnantes et trébuchantes. On va reparler, on va creuser davantage ces questions. De même que le discours sur la dictature du développement, est-ce que ce discours vous séduit? Je vous interrogeais aussi sur vos intentions pour la prochaine élection présidentielle au Bénin en 2025. Est-ce que vous restez candidat? Est-ce que vous maintenez votre témérité? On va parler de tous ces aspects dans la seconde partie de New World Forum. Là, mais nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la dernière partie de New World Forum. À tout de suite.